radio qui ne manque pas, éphémère, éphémère, la radio qui ne manque pas d'air. Eh bien, nous y revoilà sur l'île de la Barthelasse, à une encablure du Palais des Papes et à quelques autres encablures de la mer Méditerranée, de la Grande Bleue, comme on dit. Voilà, et tout ça avec le chant des cigales et avec les herbes hautes et les autoroutes bien goudronnées pour que tous les vacanciers viennent jusqu'à nous. On est sur éphémère radio vivante et itinérante. On est ici entre amis, dans une grande famille. On est ici parce qu'on aime le spectacle vivant et parce qu'on aime les gens et parce qu'on aime les histoires, peut-être que les gens racontent pour d'autres gens. Enfin voilà. Alors tout ça, tout ça ce soir avec un invité un peu exceptionnel. Un peu exceptionnel parce que il a plusieurs casquettes pour nous, voyez-vous. Il a d'abord la casquette du fidèle spectateur. Et ça, le fidèle spectateur, nous on l'aime parce que c'est un collaborateur fidèle et en même temps, grâce à lui, les choses existent. Il faut bien vous dire ça comme ça. Voilà. Et on espère qu'il n'est pas le seul d'ailleurs, mais qu'il y en a toute une tripotée, toute une brochette, comme nous le disons aussi. Alors, il n'est pas que ça, parce qu'il est aussi un énergéticien, bien sûr, mais il est aussi à l'initiative de pas mal de choses, dont ce festival, nous en parlerons aussi. Et il est à l'initiative, s'il vous plaît, messieurs, dames, d'un livre. Voilà, d'un livre. Alors, on va parler de tout ça avec Alain Courbillère. Alain Courbillère, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci d'être assis autour de cette table éphémère, vivante et radiophonique. Alors, Alain, je voudrais que nous plongions quelques années en arrière, juste pour que vous nous rappeliez, que vous nous appreniez peut-être d'où vous venez et qui vous êtes. Alors, d'où je viens? Je viens d'un département qui s'appelle l'Ardèche, où je suis né. C'est un petit peu expliqué dans ce livre. Je suis descendu par contre très tôt ici, et, dans le Midi, et où j'ai travaillé pratiquement toute ma carrière. Et donc vous êtes un énergéticien. Oui, et aussi dans les activités sociales, voilà. À travers l'encadrement, que ce soit des jeunes ou culturels comme ce lieu. Vous avez démarré comment, en fait, dans ces entreprises de l'énergie? Par une école EDF, qui se situe à Saint-Afrique, enfin qui existe toujours, les murs existent toujours, mais il n'y a plus d'apprentis, puisque c'était une forme d'apprentissage. Donc j'ai fait 18 mois là-bas, et puis après, j'ai atterri sur le Rhône, où j'ai travaillé pendant pas mal de décennies. Ah ouais, jusque-là quand même. Ouais. Pourtant, vous paraissez très jeune, mais vous ne l'êtes pas alors. J'ai eu la chance de prendre ma retraite assez tôt, donc il y a déjà 5 ans, j'avais 55 ans, donc voilà, j'ai 60 ans, et oui, je suis peut-être encore jeune. Très jeune même, vous êtes un jeune retraité. Voilà, oui. Et alors, vous étiez destiné déjà à ce type de métier étant gamin, ou bien c'est arrivé par hasard? Alors, mon papa travaillait EDF. Et il y avait un tout petit bonus pour les enfants des agents. Et j'ai passé le concours 2 fois. Je l'ai réussi 2 fois, sauf que la première fois, je n'étais pas vraiment enclin à aller dans cette école. Et j'y suis revenu l'année d'après parce que c'est quand même la stabilité de l'emploi. Et puis c'est quand même une entreprise prestigieuse aussi. Sinon, oui, j'ai failli faire les Beaux-Arts, mais... Ah tiens donc, les Beaux-Arts. Oui. Mais bon, c'était pas la même histoire. Mon père était ouvrier, il y avait qu'un salaire qui rentrait à la maison, on était 4 enfants. Oui, alors si en plus il y avait un artiste... Voilà. Et puis il fallait... Voilà, l'école EDF était quand même à l'époque entièrement prise en charge par l'entreprise, donc c'était pas inintéressant. Vous étiez un sale môme ou un brave gosse? Bon, je pense que j'étais plutôt brave gosse.
Et vous êtes quoi dans la fratrie alors? Vous êtes le combien? Je suis l'aîné. Ah, donc celui qui a la charge, la responsabilité. Oui, un petit peu, ouais. Eh oui, quand même. Ah, ouais. Voilà. Ouais. Eh oui. Celui qui essuie les plâtres aussi, comme on dit. Peut-être un petit peu aussi, oui. Il paraîtrait que dans votre métier, dans votre corporation, c'est un peu comme une famille. Est-ce que vous dites ça, vous aussi, aujourd'hui, avec le recul? Oui, c'est peut-être effectivement une grande famille comme d'autres entreprises, hein, je pense, y compris privées, comme Michelin, il y avait dans le Nord aussi, les mines, tout ça. C'était, oui, il y avait un esprit de famille à l'époque, voilà, qui n'existe plus trop aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on était un peu de père en fils, cooptés, on va dire, hein, pour continuer. Alors, vous avez été un travailleur, et à quel moment est-ce que vous avez été un militant aussi? Ou est-ce que vous l'avez toujours été, peut-être? C'est peut-être une culture familiale. Oui, c'était un peu de culture familiale. Mon père était assez engagé, sans être très militant, mais oui, il nous a peut-être un peu inculqué ça, oui. Oui, je suis rentré très tôt, hein, dans le militantisme. Je dirais même que j'ai commencé à battre le pavé alors que j'étais même pas titulaire, hein. J'ai failli prendre la porte à cause de ça. Tiens donc. Et voilà, donc, et puis là, finalement, ça m'a boosté. Et puis voilà, j'ai eu toute ma carrière une activité militante, que ce soit au niveau syndical ou au niveau même politique un peu, et après socio-culturel, quoi. Il paraîtrait, c'est ce qui se dit sur le festival, que vous seriez à l'initiative de celui-ci. Un de ceux qui ont bâti ce festival, ouais. On a été plusieurs agents de la CMCS à avoir œuvré dès le début, dès les premières années, pour que quelque chose se passe dans le cadre du festival à cet endroit-là, quoi. Et pourquoi ça? Est-ce qu'il y avait une raison précise? Parce qu'on ne fait pas un festival comme ça, un beau matin, en se réveillant, juste avec une simple idée. Il y avait un désir de confronter des histoires, il y avait un désir d'entendre des récits. C'était quoi exactement le... Oui, c'était une forme d'engagement du comité d'entreprise et des agents en matière culturelle, hein. Voilà, c'était être présent sur cet événement qui quand même à l'origine a été fondé par des gens comme Jean Villard, Gérard Philippe, qui avaient quand même, voilà, entre guillemets, un engagement aussi. Donc on était un peu dans cette mouvance-là. Vous croyez à la culture, vous? Et vous y croyez Oui, comment? Oui, beaucoup, oui. J'y crois comment? Même par l'intérêt que peut y porter le plus grand nombre, donc d'où ce genre d'initiative, hein, apporter au maximum la possibilité de s'intéresser à toutes les formes d'art. Avignon, c'est pas que le théâtre, il faut pas l'oublier, hein. Villars, au départ, c'était une semaine d'art en Avignon, et c'était avec Picasso, la peinture, Brecht, la poésie. Voilà. Et ce lieu, d'ailleurs, dès le départ, s'est voulu dans cette voie-là, quoi, hein. C'était pas uniquement le théâtre. Vous pensez que c'est toujours comme ça. Oui. C'est éclectique, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Vous pensez que c'est un facteur d'émancipation réel? Oui, je pense. Ouais. Tout à fait, ouais. Vous êtes un habitué, vous êtes du festival. Alors peut-être pas que, vous allez certainement voir des choses à droite, à gauche, ailleurs le reste du temps. Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez de la proposition qui est faite ici? Est-ce que ça ravit vos yeux? Est-ce que ça anime vos cellules grises? Ah ouais, tout à fait. Je pense qu'elle a toute sa place. Par exemple, je veux dire, elle est sur une île entre le Gard et le Vaucluse, Avignon, Villeneuve-les-Angles, et où également des choses se passent, hein, et je veux dire, elle fait un petit peu un lien géographique en plus d'un lien culturel, quoi. Longue vie à cette île. À contre-courant. Est-ce qu'il y a un spectacle, la saison dernière par exemple, ici à contre-courant, qui vous a marqué, qui vous a touché particulièrement, que vous avez encore en tête? Alors là,
Les dernières, par exemple, le Festival Contre-Courant avait reçu, je me souviens, la dernière création d'Emmanuel Laborie, dont j'ai perdu complètement le titre, mais qui était à destination d'un public malentendant. Oui, c'était très intéressant. Ouais. Ouais. Bah, Vous êtes ému, vous, rapidement? Oui, par les spectacles, oui, comme celui d'hier soir, il m'a profondément ému. Hein. C'est vrai que c'était très fort. Oui, je pense que je fais partie de ce qu'on appelle un bon public, quoi. Voilà, je me laisse facilement emprunter, on va dire, par les artistes, les comédiens, les chanteurs, tous ces gens qui ont quelque chose à dire, à chanter. Et vous savez que les artistes ont besoin de vous. Hein. Vous Oui, êtes plus qu'un spectateur, vous êtes un collaborateur. Collaborateur, bon, d'accord. Et oui, parce que c'est un système d'échange en fait. Hein. Oui. Ah oui, non, c'est sûr qu'il faut des spectateurs. Et là, depuis peu est sorti un livre, le vôtre, le premier. Oui. Ça vous prend comme ça, d'un coup, d'écrire des choses, ou bien c'était un projet de longue date? Comment ça se fait qu'on écrit un livre tout d'un coup? Ben, disons que j'ai toujours plus ou moins écrit et pour moi, la publication, l'édition, c'était réservé à voilà, il se trouve que cette maison d'édition offre une démocratisation de l'écriture, de la publication. Et voilà, j'ai un frère qui a écrit 2 livres avec cette maison d'édition, avec d'autres maisons d'édition aussi. Et après tout, voilà, tout un chacun peut. Voilà. Après, c'est une autre. J'ai toujours beaucoup écrit, mais quand on écrit dans le but de publier, c'est une autre approche, c'est un autre travail. Vous étiez déjà dans cette perspective de publication lorsque vous avez posé le premier mot sur le papier? Ah oui, je voulais écrire un livre. Je voulais publier un livre. Je voulais publier un livre et voilà, j'ai cherché un petit peu des idées, j'ai rassemblé un petit peu tout ce qui me plaisait. J'avais envie de dire des choses aussi sur ma vie, sur moi, donc c'est pour ça qu'il est aussi un peu autobiographique. Et voilà, et donc il y a quand même un fil conducteur à travers une histoire qui va se poursuivre dans les prochains livres quoi, hein, qui vont suivre. Ah, parce qu'il y a déjà en perspective d'autres publications. Oui, j'ai déjà écrit la suite, le deuxième, et attaqué le troisième. Donc ce sera comme une trilogie, on va dire. Le monsieur est prolifique. Ouais. Alors, pariétal, c'est le titre du roman. Oui. Et moi, j'ai découvert ce mot. Mais oui. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pariétal? Alors, pariétal, ça vient de parois, en fait. Hein. C'est les peintures pariétales, ça traite de ça surtout, qui dans ce livre ont un petit peu des effets magiques, on va dire. Mais pariétal, j'en parle aussi dans mon livre, c'est le cerveau, c'est les lobes pariétaux qui sont les sièges de la perception, voilà. Et donc tout ça, ça rebondit en fait avec mon histoire, quoi. Comment est-ce qu'à la radio, comme ça, parce que la lecture, c'est quand même un plaisir un peu solitaire, on a son propre rythme de lecteur, on peut tranquillement refermer le livre et le reprendre le lendemain, on peut laisser mûrir les choses. Donc on ne va pas lire le livre évidemment à la radio, même si aujourd'hui on pourrait le faire aussi. Mais comment est-ce que, en quelques mots, Alain, vous pourriez nous faire traverser un peu ce roman? Alors c'est très difficile parce qu'on me le dit beaucoup, hein, qu'il est très spécial. Parce qu'en fait, bon, il y a une histoire un petit peu romancée, on va dire, mais bon, après, il y a tout un tas de ressentis de ma part sur l'actualité et j'essaie de lier les deux, en fait. De lier les deux, et c'est comme ça que c'est venu, en fait. Hein. Je suis parti d'une page blanche et à travers cette idée
la pariétalité, comme je dis. Il y avait foison de choses à mettre noir sur blanc, quoi. C'est un livre intime. Un petit peu, je pense, ouais. Oui, oui. Comment est-ce que c'est reçu par les proches, les très très proches? Je pense à votre épouse, par exemple, mais pas que, évidemment, je ne connais pas la famille, mais comment est-ce qu'on partage avant la publication? Est-ce qu'on fait lire quelques extraits? Est-ce qu'on en parle comme ça? Est-ce que ça reste secret? J'ai fait lire le livre à plusieurs personnes avant de le publier. En même temps, c'est des personnages que j'ai mis dans mon roman. Parce qu'en fait, j'utilise des personnes que je connais, bon, avec un surnom, et ils deviennent dans mon histoire des personnages où je parle d'eux, même en filigrane et tout. Voilà. Ils se sont reconnus. Ah oui, oui, ils se sont reconnus et bon. Apparemment, ils ont bien aimé. Oui, j'imagine, ça doit toucher un peu quand Voilà, même quand ouais. un auteur parle de nous. Et voilà, donc bon, dans le deuxième opus, il est moins question de ça. Hein. J'ai récupéré d'autres personnages, mais c'est lié à mon activité théâtrale en fait aussi. Ah, parce que monsieur a une activité théâtrale aussi. Ouais, disons que j'ai j'ai joué dans la trilogie de Marcel Pagnol, Marius, Fanny, César, Oui. et j'ai joué Monsieur Brun, et ce personnage m'a plu, je me suis un peu identifié à lui, et c'est devenu le personnage de mon roman. Voilà. Alors, cette aventure théâtrale, elle date de quand? Il y a 5-6 ans en arrière, c'est ma compagne qui m'a emmené là-dedans. Et c'est super. J'ai réussi à combattre le trac sur scène, et par contre là il est revenu plein pot. Mais en même temps, tout à fait la même démarche. le trac, ça peut être aussi un ami, parce que ça veut dire que le rendez-vous est important. Oui. Le trac, c'est aussi ça, quoi. Ouais, Du coup, tout à fait. voilà. Ouais. Ça veut dire qu'on se désengage pas des choses comme ça et c'est pas par-dessus la jambe, quoi. C'est pour de vrai. Ouais. Ah, parce que vous êtes un traqueux plutôt, vous. Ah oui. J'ai commencé le théâtre. Je savais pas si j'y allais. J'étais derrière le rideau noir et bon, c'était en répétition. Il n'y avait pas de public dans la salle, rien du tout. Hein. À toi. La première fois, ça a été terrible. Et puis on y prend goût. Oui, c'est une addiction même. Hein. Ça devient une addiction. Il y a tellement de bonheur dans... C'est quelque chose que vous retrouvez ici en tant que spectateur. Du coup, vous comprenez mieux ce qui se passe sur le plateau. Oui, je vois différemment les comédiens, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais bon, c'est venu progressivement, quoi. Puisque il m'a fallu 5-6 ans pour vraiment m'apercevoir du travail qui était fait, de la position des comédiens dans ce qu'ils faisaient, quoi. Donc j'imagine que c'est une troupe amateur Oui. qui est basée pas très loin d'ici. Ouais. Voilà. Et vous jouez quand? Alors, on peut vous retrouver quand sur un plateau? Ah là, ça va être une année sabbatique. On a fini avec l'avare de Molière. Ah, quand même. C'est un beau morceau, ça. Ouais, on a joué une dizaine de fois, sur la région. Et moi, je jouais Valère. Et j'ai mis mon personnage à nouveau. Il y a un autre personnage qui rentre, c'est le deuxième personnage de théâtre. C'est-à-dire que bon, dans 10 ans, en fait, cette écriture, c'est aussi ce lien entre mes activités, parce que je peins aussi. En fait, je suis un peu en stand-by ces temps-ci, mais parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais voilà, j'ai voulu aussi, à travers ce roman, mettre un petit peu mes différentes activités, hein, la peinture, le théâtre, l'écriture. Et donc dans l'écriture, et puis aussi la nature, hein, je veux dire, parce qu'il s'agit de parler de beaucoup de nature. Là, je suis un peu militant en vert aussi à travers ces écrits, quoi. Hein. Donc j'imagine que vous êtes touché par ce qui se passe en ce moment, par ce qu'on raconte de notre environnement. Ah oui, beaucoup, oui. Beaucoup. C'est quoi votre regard là-dessus? Vous êtes l'optimiste, le pessimiste? Ça dépend des jours pairs ou impairs? Vous êtes tranché? Je suis optimiste parce que je vois quand même qu'il y a pas mal de choses qui bougent. C'est quand même de plus en plus pris en compte. Hein. Le seul problème, et je l'écris dans mon roman, mais plein de gens l'ont dit ces derniers temps,
il y a un système, le système capitaliste, qui est générateur de tout ça, quoi. Et comment faire? Pour être viré, quoi, quelque part. Quelque part, ouais. Pas facile. Parce qu'il ne va pas se corriger de lui-même. Je pense pas. On peut faire confiance à l'homme, même pas au système que lui fabrique. Oui, parce quoi. que je me demande si un homme est encore maître de tout ça. Parce que quand on sait que les ordinateurs, au niveau de la bourse, calculent à nanoseconde les meilleurs placements, voilà, je veux dire, les ordinateurs, ils s'en foutent de la planète. Hein. Sauf si on leur met dedans. Oui, c'est ça, voilà. Si on intègre ces données, mais... Vous avez des collègues de travail avec lesquels vous entretenez encore des relations aujourd'hui et qui sont aussi dans cet engagement militant et dans cette dynamique? Oui, j'en ai plein, ouais. Ouais. Beaucoup à la retraite maintenant, Oui. mais même... On quitte la boîte, mais pas forcément les gens qui vont avec. Voilà, ouais. Et puis les activités sociales continuent. Après, voilà, c'est les activités sociales d'EDF, c'est beaucoup de retraités qui s'investissent aussi hein, bénévolement la plupart du temps. Et... Il y a vraiment une culture d'entreprise. Ouais, il y en a une très forte culture d'entreprise. Ouais. Elle est valable pour les générations futures, vous pensez? Il y a une transmission? Oh, je pense, oui, que ça peut continuer, ouais. Ouais. Je pense. Ouais, sincèrement, là, je suis plutôt optimiste, ouais. Voilà, en même temps, bon, EDF, c'est l'énergie, c'est le nucléaire, moi. C'est aussi les énergies renouvelables. Moi, je suis passé du Rhône, qui est l'hydroélectricité, donc une énergie renouvelable. Hein. Et je suis passé à la centrale thermique au fioul d'Aramon, qui brûlait du fioul, qui a été fermée parce que, bon, c'était, je pense... plus rentable du tout, mais en même temps qui était un peu polluante, il faut le dire. Quoi. Et le nucléaire, bon, c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué, mais je sais aussi que sur les énergies renouvelables, comme l'éolien, les panneaux solaires, c'est pas non plus la perfection, quoi. C'est des marchés, c'est... Voilà. Une éolienne, c'est 3-4 000 mètres cubes de béton. C'est des hectares rasés. On dit même que ça peut modifier les vents. Quoi, hein. Il y a des nuisances sonores. Alors moi, je suis pour. Hein, mais après, moi, je pense sincèrement que c'est notre consommation qu'il faut réduire. Raisonner, oui, en tout cas. Parce que si on enlève toutes les centrales nucléaires demain... le pays est couvert d'éoliennes et de panneaux solaires. Ou alors, il faut trouver d'autres énergies, peut-être encore plus propres, encore plus... Vous en parlez un peu oui, dans le roman? Ouais. J'en parle un peu, et beaucoup plus dans le deuxième. Dans le deuxième, on m'a dit que j'étais monté d'un cran. J'ai répondu qu'en un an, la situation était montée d'un cran aussi. Et donc... je réagis beaucoup par rapport à ce qui se passe en fait. Hein. Alors j'ai l'histoire qui continue. Et d'ailleurs le spectacle de tout à l'heure, il a fini sur quelque chose qui renvoie... C'est le discours à ma nation. Ouais, il a fini sur cette notion de... que feraient des extraterrestres, on va le dire, hein, face à ce monde. Est-ce que l'homme n'a pas échoué quelque part? C'est un peu ça. Le spectacle finissait un peu là-dessus, sur cette idée-là. Est-ce qu'il serait aussi manipulable que le sont les masses? Après, on peut se poser des tas de questions et je me les pose. Hein. C'est clair. Quel est votre regard sur l'enfance, sur la jeunesse d'aujourd'hui, globalement, comme ça? Est-ce que vous êtes inquiet ou pas? Oh, je pense que la jeunesse est pleinement consciente de ce qui se passe.
tous les jeunes ne sont pas pareils, hein. Il y a des jeunes qui sont dans l'hyperconsumérisme, d'autres qui sont très radicaux au niveau de l'écologie. Mais en même temps, bon, c'est notre génération qui a... Moi, c'est surtout les tout petits. J'ai des petits-enfants, je les trouve très éveillés, en fait. Je me dis, c'est peut-être ceux-là qui vont vraiment bouger les choses. Ils arrivent, hein, Oui, parfois dans ça 15, saute une 20 ans. génération ou Bon, deux, et puis ouais. clac. En espérant qu'on arrivera à tenir d'ici là, parce que le problème, c'est que voilà, tout s'accélère. Certains disent dans 2 ans, dans 10 ans. Oui, on entend des choses complètement oui, effrayantes quand même. Ça se rapproche. On a quoi, l'impression que sérieusement. le mur est pas loin Ouais, ouais. et qu'on va rentrer la tête Voilà, la est-ce première qu'on va dedans. laisser le temps à nos petits-enfants de... Ouais. Après, il y a nos enfants qui peuvent aussi réagir à un moment donné. Et on sera là. Le fameux livre dans lequel on peut trouver plein de choses, là, du coup, on peut le trouver où? Il est distribué comment? Ben, sur 10 livres, on peut le commander directement à la maison d'édition. Parce que là, j'en ai plus beaucoup. J'en ai 2 ou 3 encore. Hein. Oui, il y en a ici à la librairie J'en ai d'Hydro, quelques-uns dans ma voiture. à Bon, contre-courant. après, ouais. Jusqu'à la fin de la semaine, je peux en distribuer quelques-uns, mais bon, après, il faudra les commander. Là, il est sorti quand exactement? Il est sorti c'était en fin d'année dernière, là. C'est mon cadeau de Noël, en fait. Et ouais. Ah oui, joli cadeau, oui. Et vous en avez déjà vendu quelques-uns, j'imagine? Oui, je l'ai vendu quelques dizaines, ouais. Mais de la main à la main, comme ça, ouais. J'ai pas fait trop de pubs, j'ai pas fait trop de... Parce que vous êtes salon, un homme discret, quoi, c'est pour ça. Ouais, je suis un peu... voilà, un peu sur la retenue, quoi. Avec le deuxième opus, peut-être ça va Oui, pourquoi pas. ça va passer une marche et peut-être Ouais. que ça va vous donner l'envie de rentrer en promotion sur le premier. Vous savez qu'on a là, juste en face de nous, nous avons une lectrice acharnée qui est à... Je ne sais plus combien elle lit de livres tous les mois, mais c'est assez incroyable. Une dizaine de livres par mois. Voilà. Est-ce que vous avez lu, Madame, le livre d'Alain? Eh oui, alors voilà, ça c'est une chose à faire. Hein. Voilà. Surtout quand on a vu l'auteur et qu'on l'a entendu un peu parler, ensuite ça attise de la curiosité, hein, normalement. Alain, vous allez rester à contre-courant toute la semaine, Ouais, je pense. jusqu'à la fin. Vous avez jeté un œil sur la programmation, Oui. j'imagine. Mhm. Il y a des choses qui vous plaisent comme ça, qui vous séduisent. Disons, moi, je viens voir tout ce qui se passe ici. Après, je découvre des choses fantastiques. Je regarde un peu, oui, il y a des choses qui m'attirent plus que d'autres, mais j'ai pas de préférence préalable et tout, quoi. Je viens vraiment me régaler ici, puis voilà. Est-ce que, puisque vous êtes un comédien, et là il se dit mais qu'est-ce qu'il va me demander, évidemment, mais quand même, et vous avez le droit de refuser tout à fait voilà, ma proposition, puisque vous êtes un comédien, est-ce que vous pourriez, juste sans le jouer, hein, bien sûr, hein, me dire tiens, j'aimerais bien lire un petit bout de quelque chose qui sort de mon bouquin. Et ce serait quoi? Allez, ben, je vais essayer de vous lire Ah oui, un petit passage. un petit passage, ça ce serait bien, parce que l'auteur qui lit un passage, c'est pas tous les jours, monsieur dame, hein. Quand même. Alors, c'est un passage du chapitre 0 où, en fait, je me présente le personnage du livre, et voilà, c'est pas vraiment encore l'histoire, donc, et c'est pas le prélude non plus. Alors, je le prends. Il fallait que je plonge. J'allais plonger. Pour reprendre une réplique d'Escartefigue dans la trilogie de Marius, Fanny, César, que je me prêtais à jouer en tant que Monsieur Brun, le Lyonnais. Plonger donc dans la romance. Tel était mon credo, mon but, mon souhait en tout cas. Pas facile, mais après tout, j'allais être le personnage central dans ce roman. Il suffisait de me laisser aller peut-être. On trierait à la fin. Monsieur Brun, voilà le nom de mon personnage. Je me reconnaissais un peu en lui en fait.
venu du Nord et adopté par le Sud depuis longtemps déjà. Avant mes 10 ans, tant de choses à raconter, à romancer. Allez. Monsieur Brun, l'intello, le poète, le philosophe, le réaliste aussi, qui observait ses contemporains avec beaucoup d'indulgence. Même si ceux-ci n'hésitaient pas à le laisser se noyer à bord du Pitalugue dans la trilogie de Pagnol, dans le vieux port de Marseille. Fait du bien à Bertrand. Personnage le plus gentil de la trilogie, mais aussi un peu naïf. Trop bon, trop con, comme on dit aussi. Un jambon, quoi. Mais il avait d'autres cartes dans sa manche, sans pour autant tricher. Il ne fallait tout simplement pas se faire prendre, comme disait César après la partie de cartes. Mais surtout, avoir du cœur. Et il en avait du cœur en ce moment, dans sa vie. Peut-être tous ces petits-enfants qu'il alimentait dans ce domaine, les siens et ceux de sa compagne. Eux encore dépourvus de malice et d'ingratitude, toujours enclins à croquer la vie et partager le temps qui passe, comme un présent du divin. La vieillesse aussi pouvait rendre meilleur, et sa mère qui gardait son optimisme lui redonnait souvent le moral, quand les choses humaines partaient un peu en live. Pour finir la présentation de ce monsieur Brun, il n'était pas vraiment lyonnais d'origine, ni même marseillais d'adoption. Loin de ces métropoles régionales, plutôt à la croisée de ces 3 régions du Grand Sud-Est, que sont l'Auvergne, l'Occitanie et la Provence. AOP, c'est marrant. Entre Cévennes et Vercors, Ventoux et Mézin, de Valence à Avignon, ses racines, un pays qu'on appelle l'Ardèche, aux portes du Midi et du Soleil, en face de Montélimar, et un peu plus haut, Midi moins le quart, en quelque sorte. Pays de la châtaigne, des sangliers, de jeunes volcans éteints et de villages de caractère, comme les gens qui les peuplaient. Une espèce de Corse de l'intérieur. Allez, de belles aventures à ce baroudeur. Qu'est monsieur Brun. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Merci. C'est toujours quelque chose, hein, quand même, de lire sa propre écriture. Ouais, je me suis un peu entraîné là cet après-midi. On m'avait dit, voilà, c'était peut-être pour une lecture, alors voilà. Peut-être, oui. Peut-être pour une découverte de vous-même. Plus, ouais. Nous, on adore découvrir les gens. Et on s'est aperçu qu'en fait, chaque personne, c'était une mine d'or. Qu'il y avait une diversité complètement étonnante chez chacun d'entre nous. Il n'y a pas que l'artiste qui est sous le feu des projecteurs qui est intéressant. Il y a celui qui le regarde aussi, et qui l'écoute. Souvent, ouais. Qu'est-ce qui vous fout en rogne? Qu'est-ce qui vous fait dresser les cheveux sur la tête? Qu'est-ce qui vous met en colère? Vraiment, plus que tout. La publicité. Je ne la regarde plus, je la zappe. C'est une horreur. C'est le fer de lance du système, hein, de ce qui est en train de nous broyer, quoi. Elle est partout, et même en même temps, elle va chercher nos goûts, elle va chercher nos... C'est Google, je crois, qui veut créer les hommes de demain, en prenant toutes nos données et les intégrant dans un robot. Mais ça sera quoi, ces hommes? Des gens qui consomment, point barre. Ils n'auront plus la culture dans tout ça, elle sera où? Voilà, je dirais que je finirai là-dessus parce que ça me met en rogne. Alors, on va pas finir sur la rogne d'Alain, on va finir plutôt sur une autre note. Votre rêve le plus fou, c'est quoi? Là, alors le coup de la baguette magique, c'est un peu facile, mais quand même, si je vous donne une baguette magique là tout de suite, qu'est-ce que vous en faites? Un seul vœu, même pas 3. Mon rêve le plus fou, c'est peut-être un peu ce qui est à l'origine de cette écriture. C'est aller voir plus loin que ce petit grain de poussière qui représente la Terre dans l'univers. Et ça, l'homme y a renoncé, je ne l'explique pas dans celui-là, dans celui d'après. Je pourrais en parler un peu, mais je veux dire, j'écoutais un jour le responsable de Occupy Wall Street qui disait, mais ils ont occupé la place qui était en face de Wall Street et ils ont été évacués au bout d'un moment. Et il disait, mais
à la chute de l'Union soviétique, l'homme a renoncé à l'espace. Parce qu'en fait, c'était les soviétiques qui étaient les Américains, ils ne voulaient pas se laisser devancer, mais quand les soviétiques ont pu être en capacité d'aller plus loin, tout cet argent finalement, il disait, a été porté sur ce qu'on appelle l'Internet, mais c'est le contrôle des individus, le contrôle des nations. Voilà. On reste sur cette planète et on contrôle tout. Et là, on y met de l'argent. Mais on a renoncé, enfin l'homme, à travers ce système, a renoncé aux étoiles. Depuis, ça fait combien de temps, je ne sais pas, quelques décennies. Alors, ils y reviennent, hein, avec les Chinois, tout le monde veut y aller dans l'espace maintenant. Il y a toujours une course à quelque chose. Bon alors, en tout cas, nous, pour ce soir, restons du côté de Saint-Exupéry. Voilà. Plutôt, voilà. Et du Petit Prince. Ouais. Merci Alain pour votre passage chez nous, pour nous avoir livré un peu de vous à Éphémère, radio vivante et itinérante. On va se retrouver pendant toute la semaine. Nous, on va commencer par aller se procurer votre bouquin, parce qu'on va l'avaler, on va le mastiquer, et on vous en redonnera de nos nouvelles, et on attendra avec impatience l'opus numéro 2, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À bientôt, et bon spectacle ce soir. Merci à vous. Éphémère, la radio qui ne manque pas.